Bonjour à tous, c'est Vaco. Bonjour à tous, c'est Raphaël, le Carlin d'Adu. On se retrouve aujourd'hui, après avoir terminé la review de l'ensemble des unités du livre d'armée, pour parler de l'extension, l'Arcane Journal. On va rentrer dans le cœur des petites nouveautés, des petites listes alternatives. Le DLC, Arcane Journal, Orc et Gobelin. Et surtout, DLC exceptionnel, parce que vous le payez 20 ou 25 euros en anglais dans le magasin Games Workshop. En papier. Mais vous l'avez gratuitement en PDF sur le site. Alors, je fais la parenthèse là-dessus, c'est pas anodin, vous êtes peut-être naturellement tous au courant, j'ai été peut-être le seul à jamais l'avoir compris, mais oui, les Arcane Journal, comme plein d'éléments, sont tous disponibles sur le site de Games. Moi, j'étais toujours persuadé que c'était que les FAQ, et en fait, pas du tout, il y a plein de trucs. Et donc, d'ailleurs, petite parenthèse, tu seras d'accord avec moi, allez les télécharger tant qu'ils sont encore disponibles. Oui, puis en plus, ils sont en français, et quand vous les téléchargez, mettez Warhammer Community, pas Warhammer.com. Oui, ça, bah oui. Ah, parce que je me suis fait foutre de ma gueule il y a pas longtemps, parce que je fais putain, mais ils sont où tous les trucs à télécharger et tout ça? Ah ouais, mais c'est sur Warhammer Community. Ah, c'est pour ça. Et moi, je cherchais tous les onglets, et puis ils me proposaient du AOS. Je m'en branle d'AOS, laissez-moi tranquille. Je cherchais les téléchargements, les livres Legacy, tout ça, comme un espèce de con. Et ben en fait, non, c'est que j'étais pas sur le bon site. Ils ont séparé les deux. Et donc maintenant que ce magnifique document a été téléchargé et imprimé et qu'on l'a actuellement sous les yeux, on va pouvoir rentrer sans tarder dans la première des listes alternatives de l'armée. La tribu Orc et Gobelin, Wagnomade. Envoyez vos cavaliers. La Wagnomade, alors, dans l'idée, c'est Mulan qui finit mal. C'est vraiment, en fait, vous jouez Gratila sur son cochon. Et c'est Gratila. Partout là où il passe, le pâté ne repousse pas. C'est avec sa fidèle monture Riette. Atigra Fléau de Sigmar. Oui, Gratila, Fléau de Sigmar, c'est ça. La terreur des Rillettes. C'est le pourfendeur de Quen. Oui, le pourfendeur de Quen aussi, oui, c'est ça. Concrètement, c'est vous voulez jouer une armée un peu de 1, un peu mongole, c'est beaucoup de vitesse. C'est pas ça. forcément de frontal. Dans le sens gros pack à pied, pas de grossiste. Tu as du gros pack de cavalerie lourde, et ça, on va y venir. Tu as même du char lourd, et du char lourd boosté aux hormones. En fait, on peut faire de tout, mais par contre, il faut que tout soit monté. Si vous êtes un vétéran du 9e âge, ça correspond à la liste alternative des cavaliers Makar, pour info. Mais ça existait déjà un peu dans le lore, il y avait ça dans le livre d'armée V6 des Orcs et Gob, où il y avait même la liste alternative de Snotling aussi, qui est incroyable. Mais ils ont repris un petit peu cette idée-là. Et puis il y a Nam Games aussi qui a fait un passage de lore où il explique justement la WAG de Kiknik. Exact. Oui, donc putain, elle est super bien foutue. Et justement, en fait, c'est des techniques d'harassement type Mangudai Keshig en fait. Hein. Harcèlement, parce qu'ici on parle pas franglais, monsieur. Parce que harassment. Harassment. Oh putain, merde, je suis désolé. On va devoir arrêter la partie. Je suis devenu un directeur commercial. On va commencer sur les personnages. Donc on peut dépenser, comme d'habitude, jusqu'à 50% de l'armée, enfin de la valeur en points de l'armée dans 01 chef de guerre orque noir ou grand chef orque noir par char à sanglier orque noir. La restriction est très importante, vous allez voir pourquoi. C'est une armée où on va pouvoir monter à plusieurs vouivres. Peggy 18. Celle-là, la Wagnomade, elle est coquine. Ensuite, chef de guerre orc ou bizarre nob orc par tranche de 1000 points, 0-1. Et grand chef orc, bizarre boy orc, chef gobelin et chaman gobelin. Là, c'est la kermesse, on fait ce qu'on veut. En fait, comme d'hab. La seule différence qu'on a, c'est que, j'ai bien insisté là-dessus, chef de guerre orc noir et grand chef orc noir, c'est bien dissocié de l'entrée chef de guerre orc ou bizarre nob orc. Donc en unité de base, la bande de gobelins sur loup, le char à loup. Ça, c'est de la base, sans limitation, autant de pavés que vous voulez, il n'y a aucun problème. Si votre général est un chef orc, là on arrive au passage coquin. Si votre général est un chef orc,
Une bande d'orques sur sanglier peut être prise comme choix de base. Si votre général est un chef orque noir, 0-1 char à sanglier orque noir peut être pris comme choix de base. Unité spéciale, jusqu'à 50%, bon là un grand classique, bande d'orques sur sanglier, char à sanglier orque et chariot à pompe snotling. Donc il y a vraiment une thématique full montée ou au moins en chariot. Unité rare, char à sanglier orque noir. Et là, ils ont mis les géants parce que, bon, quand même, hein, ils vont aussi vite que les autres au final. Donc, le char à sanglier orque noir qui revient. Donc, vous allez le trouver qu'à 2 moments, en fait. Hein, ça va être unité de base ou unité rare. Après, vous allez voir, pour le coup, vous avez jusqu'à 25%. C'est plutôt tranquille. Et ensuite, les mercenaires, la petite nouveauté. Donc, eux, par contre, ils peuvent se mixer dans n'importe quelle tribu orque et gobelin. Et même, on y viendra, ils peuvent rentrer aussi dans d'autres armées. C'est pour ça que l'Arcane Journal peut être intéressant, même si vous ne jouez pas Orc et Gob. Déjà parce que c'est gratuit. De 2 parce que c'est en français. Et de 3 parce qu'au final, ça peut rentrer dans d'autres armées, type Hombet, Guerrier du Chaos, etc. Donc vous avez accès au buffle des terres arides. Donc c'est le buffle ogre qui vaut le même prix, sauf que lui se balade avec un perforant. Parce que c'est le talent, en fait. C'est voilà, c'est le prix du talent. Et le géant broyeur d'os, 0-1. Lui, c'est le géant ++ à 300 points, on y viendra tout à l'heure. Et après, eh bien, ces unités-là, elles ont la spécialité des mauvaises conduites de mercenaires. Donc, page 279 du livre de règles. Sur un 1, vous avez un pépin et vous devez jeter sur le tableau. Bon, voilà. Vous avez vraiment une chance sur 36 que votre mercenaire ne se pointe pas. Et vraiment, c'est que vous n'avez pas eu de bol, là, pour le coup. Et après, les classiques, porteurs de GB, c'est plus 25 points parce qu'on n'est pas bretonien, nous on paye nos GB. Et objets magiques, on peut acheter des objets magiques. Alors aussi, on verra dans cet Arcane Journal, mais il y a des sorts, un domaine de sorts et des objets magiques qui ont été rajoutés. Alors, qu'est-ce qui définit, en termes de règles de jeu, cette liste alternative ? Eh bien, il y a en tout 5 règles. Donc, la première, chasseur rusé. Dans une armée de WAG nomades, n'importe quel nombre de bandes de gobelins sur loup peut avoir la règle spéciale embusqueur pour un coût de plus 1 point figurine. Est-ce que tu peux juste nous rappeler embusqueur, s'il te plaît ? Embusqueur, c'est vous arrivez par un bord de table sur du 4+. N'importe quel bord de table, y compris le dos de l'adversaire. Oui, sur du 4+, à partir du tour 2, si je dis pas de bêtises. Alors, ce que vous avez connu pendant des années avec le Cannibal Ogre, qui était un peu lutté, on va dire emblématique, qui faisait ça. Après, vous pouvez pas charger le tour où vous arrivez en embuscade, hein, bien évidemment, on n'est pas à OS. Les chefs gobelins et les chamans gobelins qui sont montés sur un loup géant. La règle est marrante parce qu'en fait, vous verrez, ça va être précisé plus tard, mais tous les personnages sont obligés d'être montés. Mais là, pour le coup, ils précisent bien loup géant parce que vous avez la possibilité de les mettre sur des chars. Et le char en embusqueur, c'est un peu une ambiance de merde. Ils ont dit non, on va laisser que les loups quand même. Ils peuvent avoir la règle spéciale, et là, pour le coup, c'est 10 points par figurine. Oui, ce qui est rien du tout. Voilà, t'arrives en embusqueur, t'arrives à la phase de mouvement, 10 points figurine, tu peux aller balancer un anneau rubis de ruine dans une machine de guerre qui est devant. Tu vois, c'est vraiment, c'est gratos. Hein. Frapper vite et fort, alors là, ça, c'est de la saloperie. Dans une armée de WAG nomades, toute figurine d'orque qui est montée sur un sanglier, chef de guerre orque noir, chaman orque et orque sur sanglier, et donc effectivement, les chefs de guerre orque aussi, ça a été abordé lors de la FAQ, gagne la règle spéciale touche d'impact 1. Ces touches d'impact, elles sont effectuées avec la force du sanglier. Par contre, petite précision, cette touche d'impact, elle a la force non modifiée. Donc c'est une touche d'impact force 3, mais elles sont bien PA1. Donc ça, c'est intéressant. C'est pas non plus folichon, mais ça peut faire le café, tu peux aller gratter des trucs. En outre, 0,1 bande d'orques sur sanglier par tranche de 1000 points. Peut avoir la règle spéciale avant-garde pour plus 1 point figurine. C'est sympa ça aussi. C'est dégueulasse. Enfin, oui, ça dépend du point de vue. Oui, donc, vous vous retrouvez avec vos cochons qui font un mouvement d'avant-garde de 7. Puis, potentiellement, avec un No Man's Land de 24, il vous reste 17 pas. Vous pouvez faire une charge max à 16. Ah, vous pourriez pas charger. Mais, si vous aviez une bannière de la WAG qui vous ajoutait plus 1 D3 et plus 3 à la portée de charge, et un on y va, qui vous rajouterait également plus 1 D3 à la charge et plus 3 de portée de charge, est-ce que vous pourriez pas, avec un pâté de costaud orc sauvage sur sanglier, lance de cavalerie bannière de carnage, balancer une charge tour 1 ?
Tour 1 si vous êtes le deuxième joueur. Même si t'es le premier. Ah putain. Et c'est la nouveauté d'Old World. Ah, je me suis pas encore habitué. Old World, c'est toujours plus de fun. Ah, je me suis pas encore habitué. Le pire, c'est que je sais, à chaque fois, tu me fais la remarque, et à chaque fois, je pense qu'il y a une partie de mon cerveau qui dit non. Tu sais, comme le truc avec les Jedi. Oui, c'est ça. Oublie cette information. Ton cerveau, il occulte les traumatismes, tu vois. Non, donc le pavé de costaud orc sauvage sur sanglier, ouais, mais moi j'ai vu sur un forum, ça dit que c'est de la merde, gna gna gna. Eh ben joue-le, et puis teste ça, et tu vas voir. Non, en fait, le problème, c'est que tu vois, il y en a qui vont le tester, et la première fois, ça va marcher, ils vont faire un 52 milliards de pouces T1. Puis après, les mecs, ils vont l'attendre. Ouais, et puis la game de la semaine d'après, les mecs, ils auront un code sable, 5 noblard, une merde. Puis les mecs vont être là après. Ah ouais, non, mais finalement, ils avaient raison, hein. Ils avaient raison sur un forum. C'est de la merde, en fait, l'orc sauvage. Mon adversaire, maintenant qu'il sait jouer, ça marche plus. Ah, merde alors. Oui, Bobby, bah trouve autre chose maintenant. Bah, c'est ça, faut toujours ruser, c'est improvise, adapt, overcome. Moi j'ai vu ça justement. Monsieur, le franglais, monsieur, dans cette émission n'est pas. Ouais, non, Ça c'est fait vrai. deux fois, Encore deux fois. Non. Tu sais, c'est comme les strikes. Troisième. Je me suis pris un avertissement, après c'est. Oula. Jusqu'au coude. Jusqu'au coude. Impressionnant. Et après, on va t'appeler Jeff Panaclock. Je suis le Carnadodus, je joue ça, Mais truc intéressant, bah, c'est tu balances ta charge. Après, bon, c'est un truc qu'on voit quand même venir. Le gars, il te dit attention, j'ai avant-garde. Enfin, si vous jouez en amical, je veux dire. Le gars te dit j'ai avant-garde, j'ai la bannière de carnage. Justement. Des fois, en termes de stratégie, c'est très bien que votre adversaire vous va venir. Parce que justement, quand vous allez tout mettre en place, vous allez conditionner votre adversaire à commettre des redirections rapidement et ou à reculer sa zone, pas forcément centrale, mais au moins la zone qui est en face de vous, donc à délayer une partie de ses forces ailleurs. Mais dans tous les cas, ce qui pour vous va être une sorte d'énorme bait, votre adversaire a dit je vais ruser, je vais anticiper, je vais pas tomber dans son piège à la con, il aura personne dans les 30 pouces et je vais bypass son unité, je vais l'éviter, l'annuler. Une fois. Je vais la mettre dans le vent, voilà. Mais en fait, si vous avez déployé cette unité-là full boost en l'ayant, on va dire, bien vendu, voire survendu, vous conditionnez en fait tout le déploiement du reste de votre adversaire. Et là, vous pouvez déjà quasiment savoir au millimètre près où est-ce qu'il va placer tout de son armée, et donc agir en conséquence. Ouais. Et c'est ça aussi justement qui est intéressant sur la stratégie. C'est intéressant pour ce point-là, effectivement, le fait d'impacter Tourin et stratopoudrer un régiment, ça peut être super intéressant, mais effectivement, ça peut servir pour faire des zones de refus, ou pour attirer des menaces, etc. Ça, je suis complètement d'accord. Et puis, encore une fois, il n'y a rien qui se règle pas avec 20 tromblons. C'est vrai. Mais surtout, non. Non, mais c'est vraiment... Et j'insiste sur ce point-là, c'est la beauté du jeu, parce que c'est un jeu de bluff. Oui. Combien de fois j'ai entendu ça, je vais me dire, ah oui, mais ce truc-là, on le voit venir. Oui, ce truc-là, on va venir, cette tuile-là, on la va venir. Allez, tiens, on va prendre un truc de singe. Ton pack de 28 chevaliers du Graal. Mais évidemment, je le vois venir. Seul problème, c'est que les 3x5 Pégases qui sont de l'autre côté, qui eux, par contre, vont aller me cliquer un nombre de trucs improbables, ou à l'inverse, tes 3 trébuchets, vu que mon armée elle est bien packée sur l'équivalent d'une feuille à 4, tous tes trèbes, ils vont tomber droit dedans. Alors bien sûr, j'exagère mon exemple, vous le savez très bien. Parce que le problème, c'est qu'en fait, les 3x5 Pégases, même si tu les vois venir, t'as perdu sur un 2+ relançable. Je continue sur la meute de chasse. Donc la meute de chasse, c'est toute bande de gobelins sur loup dans une armée de wagnomades, peut changer les règles ordre dispersé et tirailleurs. Donc encore une fois, on doit choisir entre l'un ou l'autre. Par les règles spéciales, ordre serré ou horde. Donc c'est ce qui va vous permettre d'avoir vos pavés enclumes avec bande de guerre, gros com, etc., etc. Bon alors ça reste quand même 10 points pièce, le loup, mais c'est votre unité la moins chère et la plus sacrifiable. C'est peut-être intéressant d'avoir au moins un, quoi. Bah en vrai, un petit pavé de 15, hein. Oui, ça, un pavé de 15. Ouais, un pavé de 15, et puis tu peux venir en embusqueur avec ce pavé surtout. Donc au final, tu mets le chef dedans comme à 6, 7 si c'est un chef de guerre, tu te retrouves avec 2 rangs, t'es à comme 9 sur le flanc. Ensuite, on attaque la règle en mouvement, donc celle où j'étais juste avant, tous les personnages dans une armée de wagnomades doivent être montés. Bon, loup, char, sanglier, vouivre, voilà, le classique. Et combattant solitaire, alors ça c'est une règle en fait, c'est pour les orques noirs qui va être intéressante, c'est plus qu'en fait sinon l'armée est pas jouable sans ça. C'est que vous n'êtes pas sujet à la règle les boys. Donc la règle les boys, c'est celle qui fait que quand tu mets un chef orque noir, tu dois avoir un pavé d'orque noir à pied, mais là du coup vu que tu peux pas rentrer d'orque noir, ils l'ont enlevé. Par contre tu ne calmes plus l'impétuosité, toute ton armée est impétueuse.
Ça, c'est intéressant aussi. C'est que c'est assez facile d'aller la bait et de mettre des petits trucs de cavalerie légère et de la balader. Donc c'est quand même une armée qui est relativement moins contrôlable qu'une armée de grande armée. T'as commencé un petit peu à nous parler de ce Kiknik là. Oui. C'est qui ce personnage-là? Parce que, nous, les joueurs du vieux monde qui est détruit maintenant, Ouais. Kiknik, ça me parle pas trop. Donc je suppose déjà c'est un nouveau personnage. Oui. C'est quoi un petit peu ce personnage? Oh, dis-moi. Kiknik, en fait, c'est un chef de guerre gobelin et qui se balade sur son loup qui s'appelle Mâchoire. Subtil. C'est rigolo. Donc Kiknik tout Snatcha. Tout Snatcha, c'est le voleur de dents en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il peut être inclus dans toute armée de tribus orques et gobelins, utilisant toute liste de composition d'armées qui inclut cette option. Ce qui est intéressant avec ce côté-là, c'est qu'en fait, on banalise un peu le personnage spécial. Contrairement à une V8 où vraiment c'était à corps de l'adversaire, moi je me rappelle de Thorgrim qui valait 750 points, enfin des trucs comme ça. Je vais pas te mentir, je les ai quasiment jamais acceptés en surtemps. Bah oui, c'est parce que c'était n'importe quoi. Pour le coup, le personnage spécial là, Old World, c'est quelque chose qui est beaucoup plus bateau. Vous allez voir ses stats, enfin je dis bateau, oui et non, mais c'est quand même beaucoup plus tranquille, un personnage P à Old World. Intégré. C'est mieux intégré dans le c'est jeu. ça, c'est moins l'abus. En vrai, c'est un personnage de SDA. Si tu joues Grishnak, en fait, c'est ton capitaine orc qui vaut 5 points de plus, mais il a un point de destin en plus. C'est ça, voilà. Oui, c'est ça. C'est vraiment cette énergie-là. En plus, les prix sont pas les mêmes. Donc au final, il y a un vrai équilibrage au niveau des prix. Donc pour 105 points, nous avons Kiknik qui se balade avec M4, CC5, CT3, F4, E4, 3 PV, Init 5, 4 attaques, commandement 8. Donc déjà un bon personnage gobelin. Ouais, c'est ça, c'est un bon chef de guerre gobelin. Clairement, il tient la route. Mâchoire, donc c'est un loup, mais par contre avec un petit bonus. Donc Mâchoire est mouvement 9, CC3, loup classique, par contre force 4. Et 2 attaques. Kiknik, oui, il vaut 105 points. De tête, en te montant à peu près un personnage gobelin sur des stats plus ou moins similaires, on serait sur du 110 points. Ça aussi entre les deux. Quand même, Kiknik a un avantage, donc effectivement, il a un com 8 au lieu d'un com 7 chez un chef de guerre gobelin, donc ça, c'est quand même pas négligeable, surtout sur du gobelin. Il y a quand même aussi des règles qui s'ajoutent. Déjà, la peau blindée, qui est intéressante. Tout ce qui est également lié avec Antapinois. Donc Antapinois, c'est pour en fait la gestion des arrivées des embusqueurs. La bande de gobelins sur loup de la même liste de mobilisation que Kiknik peut avoir gratuitement la règle embusqueur. Donc ça, c'est pas mal, parce que tu économises quand même 15 points sur un pavé de 15, un point par figurine. De plus, vous pouvez appliquer un modificateur de plus 1 ou moins 1 au résultat quand vous effectuez le jet pour déterminer si une bande de loups sur gobelins... J'allais faire une gozer. Une bande de gobelins sur loup ayant la règle embusqueur qui est jusqu'alors gardée en réserve arrive ce tour en tant que renfort ou si elle est retardée. Ça, c'est vraiment... Tu peux doser. Donc ça, vraiment, en tapinois, c'est quand même une belle saloperie. De plus, vous pouvez appliquer un modificateur de plus 1 ou de moins 1 au résultat quand vous effectuez un jet pour déterminer si une bande de gobelins sur loup, donc n'importe laquelle, ayant la règle embusqueur qui est jusqu'alors gardée en réserve, arrive à ce tour en tant que renfort ou si elle est retardée. C'est vraiment génial. Donc tu peux doser quasiment toute ton armée comme ça. Délayer d'un tour, ça peut être intéressant. Bah oui, parce que tu regardes par exemple, il a sa baliste qui a pas de cible. T'arrives en embusqueur, bah en fait, bon, ok, c'est toi qui vas prendre pour tous les autres, quoi. C'est ça. Alors que là, il y a le géant qui commence à être devant elle, il y a un choix à faire. Et du coup, effectivement, tes 150 points de gobelins sur loup, est-ce que je balance 3 pralines dans les gobelins derrière pour essayer de les amocher, ou est-ce que je tire dans le géant? Bon, en général, on va préférer tirer dans le géant, parce que tuer 3 gobelins, c'est bien mignon, mais ça va pas changer grand-chose. Mais bon, on peut toujours, parce que derrière tu balances un anneau rubis de rune, enfin bref, on va pas s'étayer, mais il y a toujours moyen de forcer à faire des choix, ce qui peut être assez intéressant. Ah, et la règle harcèlement. Alors harcèlement, cette règle-là, c'est du jamais vu. S'il gagne un round de combat, Kiknik et toute bande de gobelins sur loup qui la rejoint peut choisir de se replier en bon ordre au lieu de faire un mouvement de suite ou de poursuite. On souffle un peu. Réfléchissez à ce que vous allez faire. Bon, la première fois que j'ai vu la phrase, j'ai dû la relire en disant, est-ce que tu vas avoir la gentillesse de la répéter? Oui. Parce que c'est tellement pas intuitif du tout. C'est pas intuitif du tout.
En fait, c'est très lié au lore de Kiknik. Kiknik, justement, il y avait le côté où j'arrive avec des gobelins, je fais du harcèlement à droite à gauche, je balance des petits tirs, je fais des petites charges, je vais gêner, je vais désorganiser en fait. Je vais essayer de mettre un peu le bordel. La règle harcèlement, s'il gagne un round de combat, donc en cas de victoire, Kiknik et toute bande de gobelins sur loup qui la rejoint peuvent choisir de se replier en bon ordre, donc faire un Srebo, au lieu de faire une percée ou de poursuivre. C'est au-delà de simplement la victoire ou des choses comme ça, en mode je reste sur place, je vais me faire contre-charge et détruire. C'est aussi surtout les percées, où justement c'est tu te fais diriger, tu fais une percée à perpète les oies. C'est là, non, c'est je fais mon Srebo, je me reforme tranquillement, je me réoriente bien. Vraiment, c'est presque encore même plus fort que simplement d'éviter la contre-charge du tour d'après, tu vois. Ah oui. Bah, puis de toute façon, les loups ont pas contre-charge. Donc pour le coup, la percée, c'est presque un désavantage. C'est ça. Et ensuite, le râtelier à trophée du chef, un tour où il a chargé, Kiknik et toute bande de gobelins sur loup qui la rejoint, encore une fois la fameuse unité dans laquelle il est, causent la peur et reçoivent un bonus de +1 au résultat de combat. Donc cause la peur, sur de la cavalerie légère à 10 points. C'est beau. Bah, ton pavé de 15 loups avec Kiknik dedans, ça fait une PU de 30. Donc ça va assez vite. Et ensuite, il a ses petites armes, donc le fracasse-crâne. Donc en fait, il peut l'utiliser en bec de corbin ou en marteau. En fracasse-crâne, en marteau, il est à force +2 PA1. Donc c'est quasiment une arme lourde, sauf que t'as pas le frappant dernier, t'as pas de malus d'initiative. Il est quand même init 5 pépère, donc en charge de face, il est init 8. Et en charge de flanc 9. Ouais, et de dos 10. Arme perforante 2, donc sur un 6 t'es PA 3. Et ensuite en bec de corbin, il est force utilisateur, donc force 4. PA 2, arme perforante 2 sur un 6 PA 4, attaque magique, mais blessure multiple 2. Bon homme ça. Tu tombes au corps à corps avec une GB, il y a une bricole qui se passe. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur le perso ? Pour le coup, si, oui. Ça rejoint aussi un petit peu, donc la prochaine règle spéciale qu'on aborde, ça rejoint un petit peu la thématique de toute l'armée, mais donc vous avez de l'impétueux. Donc encore une fois, le Wag Nomade, vous jouez contre un adversaire qui a un minimum d'expérience, qui sait un petit peu gérer 2-3 choses. Ben, l'impétueux, au final, ça peut être un vrai handicap pour vous. Mais c'est, comme je te disais, hein, c'est les listes très rapides, les armées très rapides comme ça devient très facilement du noob killer. Juste naturellement impétueux. Impétueux, sur un 4+, tu te retiens de charger. 1, 2, 3, t'es obligé de charger ce qui est apporté. Mais c'est pour ça que les loups en tirailleurs, faut quand même se méfier, parce que vu qu'ils voient à 360, ça peut activer des charges dans tous les sens. Mais ça, on en a déjà parlé précédemment. C'est la peau blindée ici qui est un petit plus. Ça, effectivement, il va quand même se balader avec armure légère, bouclier, peau blindée. Ça vous fait une 4+. C'est pas dégueulasse. Il a pas d'invue ? Non, il a pas d'invue, par contre. Donc c'est vraiment un petit chef léger. C'est un petit chef léger, c'est pour ça. Vraiment, le chef, le personnage P, mais sans être craqué, quoi. En conclusion, qu'est-ce que t'en penses ? Je le trouve très bien. Il apporte effectivement un nouveau style de jeu à la Wag Nomade. Elle en a besoin. Je pense. La Wag Nomade sans Kiknik, ça serait un peu triste. Fearsome foes indeed. Eh bien, on attaque donc la liste d'armées d'infamie, horde de trolls. Raph, fais rêver le hobbyiste en moi. Est-ce qu'il y a un monde où maintenant on peut jouer une armée d'orques et gobelins sans aucune figurine d'orques et de gobelins ? Exactement. Fais-moi rêver, vas-y, raconte, c'est quoi alors ? Eh bien, c'est une armée full mammifères. Parce que oui, les trolls sont des mammifères, on le voit avec la mémère troll, on le voit même très bien. Je vous laisse imaginer ce qui se passe dans les marais. Non. Si. Faut que je remette mon symbole moins de 18. Ah bah remets le symbole moins de 18 parce que là il y a des choses qui se passent entre deux poissons à travers les roseaux là. Donc nous attaquons la liste horde de trolls où on peut
effectivement, jouer une armée avec le minimum, ça sera de l'infanterie monstrueuse si ça nous fait marrer. Et bien évidemment, on peut faire un peu de tout. On aura une petite pensée pour notre Raven qui est actuellement à Paris, Oui, qui avait pour projet de partir en horde full troll, 100% figurine troll. c'est vrai, c'est Donc on vrai. l'embrasse. On l'embrasse, le petit bébou. Eh bien, je vais te présenter la liste d'armées. Donc, on a 0-1 chef de guerre orc ou bizarre nob orc par tranche de 1000 points. Donc ça, c'est le classico-classique. Grand chef orc, bizarre boys orc, chef gobelin, chaman gobelin et mégère trollesse qui passe en personnage. Unité de base. Eh bien, il faut au moins 33% de la liste en unité de base. La petite nouveauté. Donc c'est pour ça, vérifiez bien vos listes de mobilisation et les règles qui y sont associées, parce que c'est pas toujours évident. En unité de base, on a une bande de trolls par tranche de 1000 points. Donc ça, déjà, vous pouvez remplir assez vite votre base, parce que le troll, c'est pas donné. Et ensuite, 0, une bande de trolls additionnelles peuvent être prises par choix de base, enfin comme choix de base, pardon, par mégère troll prise. Donc vous pouvez même mettre 2 mégères trolls si ça vous fait marrer en personnage. Parce que là, vous n'avez plus la restriction classique 0,1 par choix de grande armée, etc. Donc vous pouvez monter à 3 unités de trolls, voire même 4 unités de trolls en base. Donc ça peut monter très vite. Troll de pierre, troll d'eau, troll commun, bien évidemment. Et ensuite, en unité de base, vous avez les bandes d'orques, les bandes de gobelins, j'insiste bien là-dessus, les gobelins communs. Et les bandes de gobelins sur araignées et les bandes de gobelins sur loup. Vous n'avez pas accès aux gobelins de la nuit, ni aux snotling. Et unité spéciale, on a bande de trolls, donc pour ce que vous n'arriverez pas à caler dans les unités de base, jusqu'à 50% de la valeur en points, char à loup, 0,1 bande d'orques sur sanglier par tranche de 1000 points, et 0,1 char à sanglier orc par tranche de 1000 points également. Donc ça, c'est du spécial. Et en unité rare, vous aurez accès uniquement aux géants. En mercenaire, vous avez jusqu'à 25% de la valeur de points, buffle des terres arides, et les géants broyeurs d'os, enfin le géant broyeur d'os 0,1. Porteur de la GB, comme d'hab, toujours 25 points, pardon. Et on va pouvoir passer aux règles spéciales. Here we go. Alors, la régénération améliorée, alors ça, c'est la règle coquine. Ouais. Ouais, cette règle-là, ça fait vraiment de vos pavés, ils sont intombables. Dès qu'ils ont la régène, c'est finito pipo, hein. La figurine d'une armée horde de trolls ayant la règle spéciale régénération, bien dissociée, régénération de inflammable, c'est pas parce que le mec est enflammé que votre régène saute. Vous pouvez relancer tout jet de sauvegarde de régénération raté contre les blessures causées par des attaques non magiques. Attention, dès que c'est une attaque magique, ça saute. Vous relancez contre 98% des attaques du jeu. C'est ça. Donc vous allez avoir potentiellement des trolls d'eau qui se baladent avec 4 PV et double 5+. Troll de pierre, armure lourde, 5+, 5+. Ah non, c'est 5+, puis 5+. Ouais, c'est ça. Oui, c'est en 3, oui, c'est ça. Et le pire, c'est effectivement, c'est le chef de guerre orc, pantalon peau de troll vouivre. Parce que c'est toutes les régènes. Ah oui. La figurine d'une armée horde de trolls ayant la règle spéciale régénération X+. C'est beaucoup quand même. Donc à partir du moment où t'as mis le pantalon en peau de troll, et c'est bien aussi parce qu'ils n'ont pas donné accès à l'orque noir. Heureusement. Donc là, c'est que le chef orc classique. Ça a l'air un peu la chose. Franchement, c'est très bien. Fallait pas plus. Ensuite, on a la règle haut et par ici. Alors ça, c'est une règle intéressante, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir donner votre commandement dans la zone de la portée de commandement. Donc vous avez un chaman gobelin commandement 7 ou commandement 6, eh bien à 6 pas ou 7 pas, vous allez pouvoir donner ce commandement. C'est la règle qu'ont les brutes sur les lance-rocs aussi. Ensuite, on a la langue troll. Ça, c'est pas mal. Si ça vous permet d'aller chercher vos sorts dans le domaine des trolls, au lieu d'aller chercher dans la magie WAG. Tu nous balances ça comme une évidence, mais t'es en train de nous parler d'un domaine de magie qui n'est pas la WAG. Oui. Il y a un domaine de magie spécial qui est arrivé avec l'Arcane Journal, qui est absolument fantastique. Donc, outre les domaines de magie détaillés dans le livre de règles de The Old World, certains sorciers, notamment ceux qui ont une affinité avec les trolls, peuvent connaître des sorts du domaine de la magie des trolls.
Donc le gros cerveau, ce qui permet enfin de fiabiliser les trolls, on l'attendait, parce que vu qu'il n'y a plus de relance de GB avec la stupidité, c'était quand même assez douloureux. Donc enchantement, sur du 8+, portée lanceur, reste en jeu. Alors ça c'est le truc que je fais à chaque partie, je fais exprès de laisser la carte à côté parce que tout le monde oublie, sans exception, hein, j'ai jamais eu personne qui y a pensé, c'est moi qui le rappelle à mes adversaires en général, que ce sort est un reste en jeu, donc tant que vous le dissipez pas, bah puis il est là. Et bien tant que ce sort est en jeu, les unités amies dans la portée de commandement de cette figurine peuvent relancer tout test de stupidité raté. De plus, si une unité amie dans la portée de commandement de cette figurine, quand ce sort est lancé, a raté son test de stupidité à la sous-phase de début de tour du même tour, elle peut immédiatement refaire ce test. Alors on va faire exactement ce qu'on a fait tout à l'heure quand on parlait du serait bon en cas de victoire. Je vais juste demander à Raph de bien relire cette partie-là, et encore une fois, écoutez bien, c'est une mécanique qu'on a quasiment jamais vue dans le monde des socles carrés, hein, dans Warhammer Battle historique. C'est la possibilité de lancer un sort qui va avoir un effet sur un test loupé rétroactivement. Donc un test qui a été loupé plus tôt pendant le tour. Il y a sûrement des experts parmi vous qui vont connaître un truc que moi je connais pas, mais pour moi, en 20 ans de jeu, c'est la première fois que je vois ça. De plus, si une unité amie dans la portée de commandement de cette figurine, quand ce sort est lancé, a raté son test de stupidité à la sous-phase de début de tour, du même tour, elle peut immédiatement refaire ce test. Donc en fait, ce qui se passe, c'est dans l'ordre du tour de jeu. Vous allez avoir donc le test de stupidité, puis la phase de conjuration. Et en fait, à partir du tour 2, vous allez avoir votre test de stupidité que vous allez lancer. Vous le loupez. Relance de gros cerveaux, parce que tant que ce sort est en jeu, les unités amies dans la portée de commandement de cette figurine peuvent relancer tout test de stupidité raté. Donc il y a une relance immédiate qui s'applique. Absolument. Puis on arrive à la phase de conjuration. Et à la phase de conjuration, c'est un reste en jeu, j'y mets fin, je le relance. Si une figurine amie dans la portée de commandement de cette figurine, quand ce sort est lancé, a raté son test de stupidité à la sous-phase du début de tour, du même tour, elle peut immédiatement refaire ce test. Ça veut dire que si vous voulez, vous pouvez monter jusqu'à 3 jets de stupidité. Ensuite, on a la bile acide. C'est un projectile magique. Valeur de lancement 8+, portée 18. Placez un petit gabarit de 3 pas, de sorte que son trou central soit directement au-dessus du centre de l'unité ennemie ciblée. Une fois placé, le gabarit dévie de D3+1. Toute figurine ennemie dont le socle se trouve sous la position du gabarit risque d'être touchée, blablabla, sur du 4+, et subir une touche force 3, PA1. Donc c'est un petit gab, force 3, PA2. Oui, PA2, pardon, j'ai dit PA1. Autant pour moi. Cerveau de troll, alors celui-là je l'aime bien. C'est le sort numéro 2, c'est un maléfice. Valeur de lancement 9, portée 15 pas. Reste en jeu. Celui-là aussi, n'oubliez pas. Bon, après, celui-là, il va tellement vous faire chier que vous allez y penser. Tant que ce sort est en jeu, l'unité ennemie ciblée devient sujette à la règle stupidité et réduit sa caractéristique de commandement de 1. Donc les bestioles immu-psycho qui se baladent sur les côtés, voilà. Celles-là, on les attend. Et je parle pas des squeak broyeurs à com 4. N'en parlons pas. Ouais, c'est ça. Vigueur vorace, transfert, valeur de lancement 8+, portée lanceur. Vigueur vorace, n'oubliez pas, vu que c'est un transfert, vous le balancez après les charges. Attention. Jusqu'à la fin de ce tour, toutes les unités amies qui ont la règle stupidité sont à 12 pas du lanceur, gagnent un modificateur de +2 à leur caractéristique de mouvement. Ça veut dire que vos trolls montent à mouvement 8 en colonne, ils font des marches forcées à 24. On a ensuite le tourbillon fétide, vortex magique, valeur de lancement 9, portée 18 pas, reste en jeu aussi, puisque c'est un vortex. Placez un petit gabarit de 3 pas, de sorte que son trou central soit à 18 pas du lanceur. Tant qu'il est en jeu, le gabarit est traité comme du terrain dangereux, classique vortex. Le gabarit se déplace de D6 dans une direction aléatoire à chaque sous-phase de début de tour. Et toute unité ennemie que le gabarit mouvant touche subit D3+3, force 4, PA2, c'est le mini pied de Gork. C'est bien, PA2 sur un mouvement comme ça, c'est Oui, pas mal. Hein. Parce que le pied de Gork est PA1, donc là pour le coup c'est intéressant aussi. On a aussi le torrent d'immondice, c'est un assaillement. Valeur de lancement 8+. Attention, l'assaillement, c'est une attaque de corps à corps, donc vous pouvez le lancer
à votre tour et au tour de l'adversaire. N'oubliez pas ça, c'est très important. Portée combat, bon voilà, au moins c'est clair. Hein. Placez le gabarit de souffle avec la pointe en contact avec le bord du socle du lanceur et l'extrémité la plus large, tati tatav. Toute figurine, ami ou ennemi, dont le socle est sous le gabarit, risque d'être touchée et de subir une touche force 3 PA2. C'est un lance-flamme de corps à corps. Ça peut très vite faire des gros trous. Et c'est surtout que tu peux le mettre sur n'importe quoi. Donc chaman gobelin, langue de troll, tu peux arriver avec ton loup et balancer un souffle force 3 PA2 dans un pavé. Ça peut faire des bonnes blagues en vrai, ça peut être rigolo. Et en plus, l'assaillement, c'est à valeur d'initiative. Là, je connais des armées endurance 3 qui vont pas aimer. Hein. Ouais. Genre, les elfes, ils sont que en du 3, il me semble, de ce que j'entends. Ouais, mais ils ont tellement d'autres choses. Hein. Non, mais ils sont que en du 3, t'imagines, c'est de la merde, l'elfe. C'est la souffrance. Ouais, non, mais c'est vraiment le... moi, je revends mon armée d'elfes. Ah non, j'en ai pas, c'est vrai. je sais pas ce que t'en penses, mais à la lecture de ce domaine, je ressens pas... Déjà, je le trouve pas faible du tout, je le trouve même plutôt bien. Très bien. Et je j'ai pas ressenti de sort vraiment très en dessous des autres. Non, ils sont bien. Ils sont bien, et puis chaque sort a son utilité, encore une fois. Et encore, t'as pas vu le dernier. Et là, le dernier, c'est une abomination. Régénération rapide. Enchantement, valeur de lancement 9+, portée 12, jusqu'à votre prochaine sous-phase de début de tour. Intéressant. Oh, quelle horreur. L'unité ciblée gagne les règles spéciales inflammables et régène 5+. Donc vous avez votre géant bone grinder. Est-ce que tu vois la scène? Non, je veux pas. La relance de la régène sur un bone grinder, le plaisir. Donc même le pavé de Goré Orc Sauvage qui peut se jouer, hein. Pavé de Goré Orc Sauvage sur cochon, 21 pastèques, double save à 5+ de régène. Alors, est-ce que cette liste-là nous gratifie aussi d'un nouveau personnage ou pas? Exactement. Elle nous gratifie de Ogdruz Swampdiga. Ogdruz Swampdiga est un Bizarnob Orc, pardon. Donc il bénéficie... Il rentre dans la restriction du Bizarnob. Il peut être inclus dans toute armée d'orques et gobelins, ça c'est très intéressant. Un peu comme Kiknik. Vous pouvez jouer en grande armée puis le dégainer, et il peut vous apporter des vrais trucs. Il peut être inclus dans toute armée de tribus orques et gobelins utilisant toute liste de composition d'armée qui inclut cette option et doit être aligné tel qu'il est présenté ici. 195 points, c'est honnête. Niveau 3, infanterie régulière, mouvement 4, CC4, CT2, force 4, endu 5, PV 3, init 4, 2 attaques, comme à 8. Et je précise en parenthèse que le niveau 4 ne lui est pas accessible. Oui, il est niveau 3 et il reste niveau 3. Les personnages spéciaux, alors oui, j'ai oublié de le préciser, hormis exception, il ne me semble pas qu'ils aient d'options. Pas à ma connaissance, du moins. C'est vraiment les personnages préconstruits. Donc Ogdruz, c'est un Bizarnob qui s'identifie en tant que troll. Et les trolls autour de lui estiment que c'est bien qu'il s'identifie en tant que troll. Dans leur esprit, après ils sont sujets à la règle stupidité aussi, donc ça peut aller assez vite, l'identifie également en tant que troll et pense que c'est un troll. Et Ogdruz se balade avec une peau de troll, parce que dans sa tête c'est un troll. Qu'est-ce que ça lui apporte, cette pensée, cette vision de lui-même? Qu'est-ce que ça lui apporte? Nanana. Eh bien, ce que ça lui apporte déjà une régène. Et une régène qui est relançable parce que nous sommes en liste de trolls, mon cher ami. Donc, il se balade avec le bâton en morta, le châle en peau de troll et le familier de savoir. Donc, c'est bien précisé que c'est le familier de savoir. Donc, le familier de savoir suit les restrictions liées à la fac, d'ailleurs. Donc, il connaît des domaines de magie suivants. Élémentalisme, magie troll. Faudra faire un choix entre les deux. Après, de toute façon, c'est les domaines de base que vous avez en Bizarnob, hein, donc il n'y a aucune surprise là-dedans. Règle spéciale, Drain de Force, c'est globalement la loi du nombre, mais avec des trolls. La même adaptation. Et bande de guerre. Alors c'est super, vous allez quasiment jamais le mettre dans un régiment, mais des fois, c'est possible que vous vouliez le mettre dans un pavé d'orques. Au cas où, vous pouvez monter à comme 10. Voilà, ça peut être pas mal aussi. Donc, c'est pas une utilité qu'on voit vraiment. Même moi, je vous avoue que j'y ai pas spécialement pensé en le jouant. Mais la bande de guerre vous permet quand même d'avoir un petit comme 10 à 12 pas. C'est pas déconnant si vous le mettez en GG, bien évidemment.
Même si vous le mettez pas en GG et que vous avez envie de jouer autre chose en général, c'est pas déconnant puisqu'il donne son commandement à 8 pas autour, donc avec la bande de guerre, il va monter à 10. Donc il va monter à bulle de 10, c'est quasiment une bulle de général en vrai. C'est comme vous le sentez. Après voilà, encore une fois, chacun fait comme il veut. Le maître des trolls, à moins qu'il ne soit en fuite, les bandes de trolls amis qui sont à portée de commandement d'Ogdrus peuvent utiliser sa caractéristique de CD à la place de la leur. Alors là, je comprends pas trop l'intérêt puisqu'il y a la règle haut et par ici, mais en même temps, bah non, je suis bête. La règle haut et par ici marche que en horde de trolls. Pour le coup, vous pouvez le jouer en grande armée, donc c'est le maître des trolls, c'est au cas où vous le jouiez en grande armée, autant pour moi. Autant pour moi. Protéger le chef. Alors là, ça c'est pas mal, c'est ce qui vous permet de pas être ciblé quand vous êtes à 3 pas d'une unité du même type que vous. Normalement, il faut 5 figurines au moins, c'est pour ça que bon, ça peut être un peu compliqué, on le voit bien chez les ogres avec le gnoblard porte-longue-vue, etc. Là, du coup, cette figurine ne peut pas être ciblée par les tirs ou les sorts ennemis tant qu'elle est à 3 pas d'une bande de trolls amis, à moins que cette figurine ne soit la cible la plus proche. Donc c'est vraiment la règle pour cibler les unités à 3 pas, mais ça le fait même avec un seul troll, parce qu'ils disent une bande de trolls amis, mais ils ne disent pas l'effectif. Ce qui vous permet aussi, dans ces cas-là, d'envisager vraiment d'avoir une armée exclusivement des trolls, des mégères, des géants, et à côté, tout seul au milieu, ce petit personnage-là qui court. Exactement. Drain Force, tant qu'Ogdrus Swamp Diga est à 3 pas d'une bande de trolls amis ayant une puissance d'unité de 6 ou plus qui n'est pas en fuite. Donc là, pour le coup, il vous faudra au moins 2 trolls. Il peut appliquer un modificateur de +1 à tout jet de lancement qu'il effectue. C'est votre loi du nombre. En fait, c'est vraiment le chaman orc dont les règles sont transposées avec un nouveau sous-type d'unité, quoi. Exactement. Donc, tu vois, c'est comme on disait tout à l'heure, en fait, les persos spé, c'est pas auto-win. C'est vraiment le personnage spé, il est là pour s'articuler dans la liste d'infamie. Après, vous pouvez tout de même le sortir en grande armée si vous avez envie d'un peu plus de variété, mais pour le coup, le personnage spécial, il est vraiment conçu pour s'articuler sur cette mécanique-là. Il maximise son potentiel avec les trolls. C'est ça, et pour le coup, c'est tellement bien écrit qu'en fait, justement, c'est un bizarre nob, mais il n'a pas la règle spéciale, la loi du nombre. Parce que ça aurait pu donner un combo très con, où tu le mets dans un pavé de, disons, 15 orques, comme 10, +1, t'es à proximité de troll, t'as encore +1. Donc tu montes à des lancements à 5+. Enfin, +5. Non, justement, ils ont vraiment pensé à tout. On va attaquer avec le chalampeau de troll. Je t'en prie. Le chalampeau de troll, bien, c'est ce qui lui augmente sa valeur d'armure de 1. Donc en fait, vous allez devenir un sorcier du chaos, vous allez porter une armure légère. Quelle puissance. Quelle puissance. En outre, il a les règles spéciales, régénération 5+, et inflammable. Donc là, c'est bien précisé, encore une fois, la régénération dépend de l'inflammable. Si vous avez inflammable avec une attaque enflammée, votre régène saute, mais elle ne saute pas automatiquement dès qu'une attaque est enflammée. C'est une erreur qu'on voit assez souvent sur table, donc pensez-y bien. Ensuite, le bâton en morta, c'est une sorte d'arme lourde, mais sans le frappe en dernier. En fait, ça ne descend pas à endurance 1, c'est force +2, PA 1, attaque magique, arme à deux mains, t'as une init 4, donc tu peux monter à init 7 et taper à force du coup 6, PA 1. C'est pas déconnant en vrai, c'est plutôt pas mal. Moi je l'ai testé dans une partie l'autre jour, c'est plutôt cool. Ce qui est très intéressant, c'est sa petite règle en dessous. Chaque blessure non sauvegardée que cause cette arme permet au Ogdrus de récupérer un point de vie perdu. Ça c'est fort. Ouais. Donc il y a 3 pèves, t'es dans un pavé d'orque, ou même tout seul, tu vas charger un petit pavé, je sais pas moi, même des snotlings, enfin des nuées, des trucs comme ça. Tout ce que tu vas crunch, ça va récupérer un PEV. En vrai, c'est plutôt pas mal. Enfin, tu vas récupérer un PEV. C'est un par blessure ou un par tour? Non, c'est pas marqué. Chaque blessure non sauvegardée que cause cette arme permet au Ogdrus de récupérer un point de vie perdu. Donc en fait, il te reste un PEV, tu tabasses une nuée, tu récupères 2 PEV, tu remontes à 3. Après aussi, prenez en compte que la régène 5+, relançable, c'est vraiment que en horde de troll. Vous jouez Ogdrus en grande armée, vous ne l'avez plus. Oui, bien sûr, bien sûr. Puis en plus, sa figurine est complètement démentielle. Oui, oui. Là, je l'ai prise, bon par contre, 41 balles, hein, c'est douloureux. Non, mais, en fait, c'est douloureux sur l'instant. Ouais, mais quand tu la reçois, t'es là-dessus. En plus, même au niveau moulure, tu vois qu'ils ont fait... Oui, mais tu l'as ouvert ici l'autre jour. Ouais, ah oui, c'est vrai, oui, Ouais, j'étais comme un gosse, moi. Ouais.
J'étais comme un gosse. C'est vrai que Ogdruz, en plus, ça a été galère pour le choper, parce que rupture de stock dans tous les sens. Mais Ogdruz et Élise Duchard, c'est ceux qui ont vraiment le plus cartonné. Ouais. J'attends Kiknik, on verra. Alors, vous avez entendu aussi beaucoup de choses dans cette vidéo, du genre Bone Grinder, de la Mégère Troll, du Char Orc Noir. Eh bien, sachez que ces unités ne seront pas prises en compte aujourd'hui, parce qu'en fait, ça fait déjà plus de 2 heures qu'on est en train de glandouiller ici. Donc on fera ça pour la prochaine émission, je pense qu'on va encore bien faire entre 30 minutes et 1 heure sur ces 3 unités, comme on le fait toujours, parce qu'on divague énormément, mais ça, vous commencez à comprendre le format. C'est ça, au début, on s'était dit, tiens, allez, on va faire les mercenaires aujourd'hui, la Mégère Troll. Puis au final, en fait, on a à peine fait la présentation des listes et les 2 personnages, et en fait, il y a tellement à dire que on s'est retrouvé assez vite débordé. Alors justement, il y a beaucoup à dire, et j'ai envie de te proposer, et si on résumait un petit peu en une phrase, parce que ces 2 listes alternatives, elles nous proposent quelque chose que je trouve on n'avait pas beaucoup eu. On avait du Tempête du Chaos, on avait des choses, on avait des listes Lustri, on a eu plein de listes White Dwarf à travers les années, mais c'était souvent des listes thématiques. On n'a pas toujours eu des vraies variantes de gameplay. On a eu des petites choses, mais rarement poussées là au niveau où c'est poussé aujourd'hui. Oui. Alors j'ai envie de te dire, si je te demande simplement, en une phrase, qu'est-ce que tu penses de ces 2 listes alternatives d'un point de vue gameplay ? Eh bien, alors je vais faire une synthèse générale, Bien pour sûr. les 2 listes du moins. Pour le coup, je trouve que ça apporte un vrai plus. On se spécialise, comme je l'ai dû le répéter à peu près 32 fois. C'est ça. On se spécialise, on aborde des unités qu'on aurait vues sous un angle, avec un angle différent, au final. On va aussi avoir un véritable plus, je trouve, là, par exemple, particulièrement en Orc et Gob, avec la magie qui apparaît, parce qu'au final, les Bretoniens, Nains, Khemri, Chaos, Empire, n'ont pas eu ça, en fait. Ils n'ont pas eu de nouveau domaine de magie. On a vraiment, sur l'Orc, vraiment, ils se sont défoncés. Ils ont vraiment fait un travail de fou. On a le côté spécialisation, et on a aussi une nouvelle manière de jouer ces unités. Le troll va beaucoup plus tanker qu'il n'aurait pu le faire en grande armée. Le gobelin sur loup, j'allais encore faire une gozer, le gobelin sur loup, il va vraiment pouvoir à la limite une force d'impact. Le principe de faire un Srebo après avoir gagné un round de corps à corps, c'est du jamais vu. Les seuls qui ont une règle qui pourrait presque s'y assimiler, ça serait les esquiveurs. Quand tu tires dessus, ils font un Srebo. Et encore, c'est même pas pareil. Voilà, c'est ça. En fait, c'est un truc qui est unique. Pas de jeu de mots avec les 1, parce que unique, c'est rigolo. C'est H et U. Enfin, voilà. De Noël. Je pense que je vais l'écrire, celle-là, pour être sûr qu'elle soit bien comprise. Parce que quand même, elle est tellement brillante, en fait. Ah ouais, je l'évite. Ouf. Je l'évite. Mais voilà, donc, je trouve qu'il y a vraiment un très, 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 très gros plus. Et même, par exemple, tout simplement, les trolls étaient énormément boudés avant l'arrivée de l'Arcane Journal, et rien que le sort gros cerveau. Mais déjà rien que ça. Oui, puis ils étaient aussi boudés parce qu'à 50 balles pièce sur eBay, ça donnait pas envie d'en acheter. Pendant des années, on a connu ça. Ça calme tout de suite. Mais vraiment, les trolls étaient beaucoup boudés par ce côté zéro alternative. Ouais. T'as loupé ta stupidité, fin. Et là, il y a vraiment une possibilité de dire non, on a moyen de rendre vos trolls plus fiables. Parce que, effectivement, pas de relance des tests de commandement avec une GB, on n'est pas habitué. On n'est vraiment pas habitué à ce mécanisme-là. Du coup, quand on voit les trolls, t'as loupé ta stupidité à 8 ou à 9, fin. Tu vas pas charger. Tu vas pas pouvoir te reformer comme tu veux. Tout de suite, ça rend beaucoup plus frileux, je trouve. Je suis d'accord. Et là, il y a vraiment ce système-là qui a été mis en place, qui est vraiment une très bonne chose. On n'a pas encore abordé non plus la Mégère Troll, on en parlera dans la prochaine vidéo, mais la Mégère Troll permet aussi d'apporter ça. Il y a un nouvel objet magique aussi qui a été amené dans l'Arcane Journal, qui est la langue de troll, qui permet d'aller piocher des sorts dans le domaine des trolls pour pouvoir justement choper ce grand cerveau sans forcément jouer la Mégère. Je sais que ce qui est intéressant, c'est qu'ils amènent des choses alternatives sans effectivement forcément déséquilibrer, je te rejoins là-dessus. C'est pas forcément des armées que je mettrais en avant pour des jeunes joueurs débutants. Or, vraiment une attente ou une recherche particulière de ce gameplay alternatif qu'ils ont vraiment envie
qui presque les aurait poussés ou animés ou orientés vers cette armée. Mais c'est pas quelque chose sur lequel je pousserais. Comme tu as dit, effectivement, tu perds beaucoup trop d'entrées. C'est comme l'ancien cœur sauvage, donc le Wild Heart chez les ogres, où t'enlevais quasiment la moitié de tes entrées. Mais le fait de perdre tout simplement de la polyvalence, c'est pas bon pour un débutant. C'est ça. Mais par contre, à l'inverse, je trouve que pour un joueur vétéran, quelqu'un qui connaît très très bien l'armée, éventuellement un vétéran V7, V8 ou un vétéran 9e âge, ça peut proposer des approches qui vont aussi vous permettre de rafraîchir le gameplay. Parce que si vous avez joué pendant 10 ans avec vos 2x8 cavaliers orques sauvages, avec vos orconins, avec vos machins, bah d'arriver avec 3x8 trolls, ou enfin 3x6, hein, soyez un petit peu plus nuancé, vos 3x6 trolls et autres, bah c'est quelque chose que vous avez sûrement jamais fait. Ouais. Et à ce niveau-là, je trouve que c'est vraiment rafraîchissant. N'étant pas joueur de l'armée et ayant jamais affronté ces deux variantes-là, je trouve qu'il n'est pas forcément honnête de ma part d'estimer leur puissance, mais en tout cas, en première lecture, il n'y a rien qui me choque. Et puis, il faut prendre en compte aussi que le domaine de troll, bah, comme dit son nom, c'est fait pour vraiment booster les trolls. Truc bête, mais tu vois, on en parlait dans les unités spéciales, donc la première partie, si je dis pas de bêtises, avec les trolls en colonne qui font leur meilleur 18 pas, et bien là, avec la vigueur vorace, autour de toi. Donc, portée de commandement du lanceur, truc tout con, tu joues un chaman bizarre nob sur Vouivre, c'est 18 pas. C'est vrai. Donc à 18 pas, tous tes trolls gagnent 2 pas. Bah tu te retrouves en fait toute ton armée qui peut faire des 24 tout droit. C'est beau. C'est beau. Et le troll, bah il y a rien de mieux pour aller encaisser une charge. Tu le balances devant le mec qui est collé à sa zone de déploiement, bah il l'a pas vu venir celle-là. Et tu balances ça, ta mégère, elle passe de mouvement 5 à mouvement 7, elle fait un 14, elle arrive derrière, elle a 10 pas derrière, c'est honnête pour une charge. Toi derrière, tu balances tes 6 trolls d'eau, 24 PEV, double régène, tes 6 trolls de pierre, bah ça te fait 18 PEV, 5+, 5+, 5+. Commence à faire beaucoup 5. Hein. Ça commence à faire beaucoup. Et au final, en plus de ça, c'est que le troll, il tape à l'arme lourde, enfin... Après, ça dépend, mais moi, en général, c'est full arme lourde. C'est le troll brelan de 5. Ouais, c'est ça. Moi, je me pose pas trop la question, c'est full arme lourde. Quand je vois Init 1, ça éveille ça m'émoustille un peu. Puis je suis vraiment team arme lourde, j'aime beaucoup. Bah, tes 6 trolls qui se retrouvent à se faire rentrer dedans, bah, c'est même pas dit qu'ils tuent en fait les deux, qu'il y a même pas de riposte. Et au final, toi, tu te retrouves à l'éclater, bah, tu testes, tu te reformes, ou même tu le suis, puis allez, c'est reparti pour un tour. Puis lui, il aura pas eu ses 3 pas de touche d'impact, il aura pas eu ses 3 pas de charge dévastatrice. Donc tu peux vraiment te retrouver à cantonner le mec dans sa zone de déploiement, et Dieu sait que c'est violent d'aller cantonner le gars dans sa zone de déploiement. S'il n'arrive pas à sortir de chez lui, ben en fait, il a quasiment perdu la partie, parce que un Srebo, c'est tout de suite un D6, tu passes à travers une unité parce que t'as pas encore eu le temps de te déplacer, bah, tu te retrouves à vraiment perdre beaucoup d'espace et tu te rapproches dangereusement de ton bord de table. Et c'est vrai que là-dessus, à Old World, c'est vraiment très important parce que le jeu est beaucoup moins statique, je trouve, dans les défenses qu'on aurait pu avoir dans une V8 ou un 9e âge. Là, il y a vraiment cet aspect-là, comme on a eu la discussion tout à l'heure autour du café, mais par exemple, le nain en fond de table, ça ne se voit plus et ça ne se verra plus. Parce que tu arrives, tu lui fais faire, alors le premier coup, il va te faire un céder le terrain, c'est très bien, mais une fois qu'il a claqué son mur de bouclier, bah, il passe derrière ses potes. Ah bah t'as pas la place de te mettre, bah salut mon pote, je fais une percée, j'arrive dans tes potes. Ça peut aller très vite en fait. Donc je trouve que justement, cet aspect-là, moi c'est ce que j'aime bien faire avec les Snotlings aussi, avec mon 5 d'avant-garde et mon 15 colonnes ordre dispersé. D'ailleurs, chose qui a été faquée, ça a été faqué, tu te rappelles, l'ordre dispersé, on en avait parlé pendant la review, l'unité de base, mais du coup, à la fac, ils ont bien précisé que le Snotling avait ordre dispersé. Ça a été bien carré, bien remis à jour. Et donc, au final, ça va permettre d'offrir beaucoup de possibilités, ça va même permettre aussi de faire quasiment de la contre-charge, de temporiser. Par contre, heureusement, vous n'avez pas accès aux Snotling en horde de troll, par contre, ça c'est une bonne chose. Les Snotling, vraiment, bah, vous allez voir, hein, c'est meilleure unité du jeu, mais pas accessible dans les listes d'infamie. Donc après, ben voilà, faut faire des choix. En tout cas, cet Arcane Jour était vraiment passionnant. Pour le prochain épisode, ce sera les nouvelles unités qui sont introduites par ce nouveau document. Vraiment, on a vu beaucoup de choses, du gameplay interactif, de la vraie thématique.
c'est vraiment, même en termes d'esprit qui anime Games Workshop, c'est, je trouve vraiment un très très bel ajout, et ça amène vraiment de très bonnes choses, et ce qui nous laisse quand même augurer le meilleur pour The Old World pour les années à venir. Clairement. Merci beaucoup pour ta participation. Merci beaucoup pour ta participation. Et je te dis à très bientôt pour le prochain podcast. Eh bien, merci à toi, Vaco, et merci à vous qui écoutez, et au plaisir de vous revoir très prochainement, à peut-être dans une semaine, voire deux,